Tu connais le Club Backseat ? Avec un abonnement à 15 € par mois, tu peux intégrer ce club très fermé et bénéficier de plein d'avantages. Parmi eux, ton nom au générique de l'émission, la VOD YouTube en avant-première dès le vendredi matin, les vidéos bonus en avance, l'accès au débrief, mais surtout, la possibilité de venir dans le public gratuitement à la dernière minute, l'invitation à des événements VIP et une magnifique carte de membre ultra collector. Le Club Backseat, c'est le plus grand soutien que tu puisses apporter à l'émission, alors je te donne rendez-vous sur KissKissBankBank, le lien est en description sous la vidéo. Tout de suite, ta VOD. Chers amis, on va continuer avec cette semaine. Nous avons le plaisir de recevoir un invité exceptionnel. Il est spécialiste de politique et de rhétorique. Un tonnerre d'applaudissements pour Clément Viktorovitch. Incroyable. Bonjour. C'est beaucoup trop. Incroyable. Clément, tu es streamer et chroniqueur. Tu viens de quitter France Info. Quel plaisir de te retrouver. On voulait te recevoir ce soir, un petit peu spécial, en ce backseat un peu particulier, vu ce qui se passe. On va faire ton interview, on va parler un petit peu de toi, et après tu vas être chroniqueur comme les autres. Oh, tu vas terrible. participer à l'émission avec nous. On a envie d'avoir tes analyses aussi sur ce qui est en train de se passer. C'est la réunion des Avengers en fait. Mais c'est exactement ça. On voulait te recevoir notamment parce que tu quittes France Info pour te consacrer à YouTube, à Twitch et à la création. Est-ce que tu en avais ras-le-bol de la télé ? La télé, ça fait un moment que j'y suis plus déjà, hein, puisque j'ai quitté Quotidien à la fin de la saison dernière. Ouais. Quitté France Info à la fin de cette saison. Évidemment, mon regret, comme toujours, le contretemps, j'ai mal choisi mon moment, puisque j'ai démissionné il y a 3 semaines, ce qui m'a empêché de démissionner en soutien à Guillaume Meurice hier. Voilà. Mais moi, je dis que ça compte. Moi, je veux que tout le monde le sache. J'aurais démissionné en soutien à Guillaume Meurice. Disons que t'as anticipé, en fait, c'est tout. Voilà, mais Voilà. exactement. Moi, je pense que je vais demander à faire requalifier ma démission. On va inventer ça. Non, j'en avais... je dirais pas que j'en avais marre de la télé, par contre je dirais que j'en avais marre du format chronique. J'en ai écrit 500 en 5 ans. Et en fait vient un moment où on se répète oui et non. De toute façon, l'analyse politique est une infinie répétition. Mais l'exercice lui-même devenait répétitif. Au bout d'un moment, les textes écrits en 3 heures sur 2 pages, ça devient un exercice qui, pour moi en tout cas, a perdu de sa passion au fur et à mesure des années. Et donc j'avais besoin de plus de fraîcheur. Et effectivement, je la trouve à la fois sur Twitch, où au fond, j'arrive à faire... Ah oui, dernier jour, terrible. À la fois sur Twitch, où en fait, j'écris des chroniques, mais d'une autre manière désormais, puisque je les écris sur 3 heures, mais en 3 heures de live, et après en recoupant des petits bouts de phrases pour faire une chronique. Et puis j'avais aussi besoin de faire des formats longs, parce que les chroniques, c'est bien, sauf que en 500 chroniques, en 500 jours de travail, combien reste au bout d'1 an et combien reste au bout de 5 ans ? Je sais pas, peut-être 3, 4 chroniques que j'ai écrites et qu'aujourd'hui je peux revendiquer comme quelque chose qui a peut-être amené une petite plus-value réelle dans le débat public. Alors que, quand on écrit un livre, un spectacle, quand on se consacre pendant 1 an à un texte, j'ai l'impression qu'on peut aller un peu plus loin et puis essayer de faire quelque chose qui reste un peu plus aussi. Tu l'as dit, tu as été longtemps un acteur de la télé, tu as été sur beaucoup de plateaux différents, notamment des plateaux qui parlent de politique. Quel regard tu portes sur le paysage télévisuel aujourd'hui, notamment d'un point de vue politique ? Est-ce que la politique est bien traitée à la télévision ? Est-ce que tu y trouves ton compte ? Alors, à dire vrai, je peux désormais révéler ce dark secret, c'est que, en fait, j'ai du mal à te répondre, parce que moi, la télé, je la regarde pas. Ah. C'est même pire que ça, c'est que je ne l'ai jamais regardée. Je ne regardais pas les émissions auxquelles j'ai participé avant d'y participer. Je les regarde assez peu après y avoir participé. Et quand je les vois, en réalité, c'est sur Internet, sur les réseaux sociaux et pas en linéaire. Donc j'ai du mal à te répondre. Après, pour pas me cacher totalement quand même... Et évidemment, je fais le même constat qu'un peu tout le monde. Déjà, on a un problème assez radical avec les médias bolloréens. Je pense que ça n'est une surprise pour personne. Alors, je dis ça, sauf que je me suis imposé un exercice que je ne m'étais pas imposé depuis 4 ans, et que je suspecte, peu de personnes ici s'imposent, c'est que j'ai regardé ces news. Alors, c'est comment ? Alors, depuis dimanche dernier, alors déjà, première chose, c'est la première fois en plusieurs années que je regarde BFM, parce que comme beaucoup, j'ai envie d'avoir cette l'info à la seconde près, voilà. Et je me surprends à brancher CNews.
Eh bien, c'est intéressant. Non, mais c'est intéressant parce que c'est pire que ce qu'on croit quand on en a que les échos éparses dans les journaux. J'ai écouté l'homélie du prêtre pro lundi matin. Ah mais alors attendez. Alors si Tabouaf, Salomé Saké, les chroniqueuses de Backseat et moi-même sommes des journalistes ou chroniqueurs militants, alors qu'on aille écouter l'homélie de Monseigneur Pro lundi matin. C'est-à-dire que c'est une tribune pour le Rassemblement national, c'est-à-dire c'est même pas simplement son allégeance à un camp, à une idéologie, à des valeurs. C'est une tribune pour le Rassemblement national, c'est une tribune fascisante, dans laquelle il s'élève contre le gouvernement des juges du Conseil d'État et du Conseil constitutionnel. Alors c'est ma nouvelle croisade, je le répéterai dès lors que je prendrai la parole, s'attaquer au Conseil constitutionnel, c'est ouvrir la voie vers le fascisme, s'attaquer au contrôle de constitutionnalité des lois, c'est vouloir que la majorité puisse opprimer la minorité. Je sais que c'est pas sexy, cours de droit constitutionnel première année, hélas peu de gens l'ont eu, donc il faut le dire, quand on entend s'attaquer au Conseil constitutionnel, généralement on ferme les oreilles parce que le mot le plus long de la langue française et donc par définition le plus chiant, c'est anticonstitutionnellement. Donc dès lors qu'il y a constitution dans le mot, les gens cessent d'écouter. Je le dis, je le répète, le Conseil constitutionnel, nonobstant toutes les critiques qu'on peut lui adresser, et elles sont nombreuses, c'est le dernier garde-fou qui nous sépare du fascisme. Ouais, tant que les fachos sont pas au Conseil constitutionnel, en fait. Mais précisément, c'est compliqué en fait c'est un renouvellement. C'est un vrai sujet. Bah ouais, ça peut prendre du temps, mais ça peut arriver. Alors, tout à fait. C'est comme la Cour suprême aux États-Unis. américaine. Le Conseil en lui, mais en fait, ça peut aller beaucoup plus vite que ça. En fait, c'est une réforme constitutionnelle et on n'en parle plus. Donc, exactement. Pascal Praud. Mais c'est intéressant de le dire. Non seulement critique l'immigration de masse incontrôlée, critique Sciences Po, le wokisme, les dérives de l'écologie politique. Bon, c'est un prêche politique, mais il critique même le Conseil constitutionnel. Donc, on a sur ce qui est aujourd'hui la première chaîne d'infos de France en audience, on a l'animateur phare qui, le lendemain d'une élection, le lendemain d'une soirée électorale, nous fait un prêche partisan et fascisant par ailleurs. Bon, je pense que c'est intéressant et le problème qu'on a avec les médias boloriens, je pense qu'on n'a pas pris conscience de son ampleur. Tu présentes un spectacle également qui s'appelle L'art de ne pas dire depuis la fin de l'année 2023. C'est pas ta première scène puisque tu avais déjà été avec Guillaume Meurice sur scène par le passé. D'où ça te vient c'est ton premier seul en scène en tout cas. D'où ça te vient cette envie d'aller sur scène? Comment c'est né ce projet? Il y a deux réponses qui sont suffisantes seules. La première, en fait, tu l'as dit, c'était la scène en elle-même. C'est-à-dire que en fait, les gens me connaissent parfois par justement les écrans. Mais en fait, moi, mon premier métier, c'est prof. Moi, l'endroit où j'ai toujours été le plus heureux, c'est dans un amphithéâtre, à faire cours. Et parce qu'il y a le contact avec les gens, tout simplement. Et en fait, ça me manquait. Et ça faisait longtemps que je rêvais de retrouver ce contact-là, sur scène notamment. Donc ça, c'est la première raison. J'avais depuis longtemps envie de retrouver le public. Et la deuxième raison, qui en fait est plus profonde, c'est que ça faisait en fait des années et des années que dans mes chroniques, en filigrane, j'abordais un sujet qui pour moi est absolument fondamental, qui est le fait que la communication politique contemporaine est en train de malmener le langage, de vider les mots de leur sens et de leur contenu, de nous amener à ne plus savoir de quoi nous parlons quand nous parlons politique, ce qui n'est pas le moindre des problèmes. Et même depuis quelques années, et notamment au sein du pouvoir macroniste en place, la communication politique est devenue une ère de la contre-vérité. Et en fait, quand on fait la liste des contre-vérités flagrantes, je parle pas de mensonges, des mensonges d'État, il y en a toujours eu, mais je parle des contre-vérités flagrantes. Gérald Darmanin a quand même dit, durant l'élection présidentielle de 2022, « Je crois qu'il n'y a pas un Français qui considère qu'Emmanuel Macron n'a pas été un bon président ». Enfin, il a dit ça. Je crois qu'il n'y a pas un Français qui considère qu'Emmanuel Macron n'a pas été un bon président. Il n'y a aucun univers existant où cette phrase est vraie, mais de personne. Il y a toujours quelqu'un qui considère que quelqu'un d'autre a fait de la merde, quoi qu'il ait fait d'ailleurs. Bon. Donc cette phrase, elle est, mais je prends ça comme exemple, mais combien d'autres? Bon, quand j'entends parler de violence policière, je m'étouffe. Le terme était peut-être mal choisi. Les soignants ont tous des masques, alors que tout le monde voyait que c'était pas vrai. Bon, et on peut comme ça faire la liste. Bon, Emmanuel
va mettre fin au VSS avant la fin du quinquennat. Alors ça, c'est une promesse rompue. Mais par contre, sur ce dossier-là, Emmanuel Macron qui dit je n'ai jamais soutenu Depardieu contre ses victimes. Bah si, j'ai un texto et puis il suffit vraiment d'ouvrir YouTube pour le constater. Bon, et donc il n'y aura plus aucun sans domicile fixe dans la rue. Non mais voilà, on peut en faire la liste. Non mais c'est fou. En fait, c'est fou. Et nous vivons aujourd'hui dans une société politique qui s'est au pouvoir trumpisée, où tout et n'importe quoi peut être dit, et c'est ce que la philosophe Myriam Revaud-Delhomme appelle l'ère de la post-vérité. Non pas une ère du mensonge généralisé, mais une ère de l'indifférence au vrai. Que ce que nous disions soit vrai ou faux, ça n'a plus d'importance. Et pour moi, c'est quelque chose de très inquiétant parce que ça vient menacer le cœur même de notre démocratie. Un monde, une société politique dans laquelle les mots n'ont plus de sens, dans laquelle on ne sait plus de quoi on parle, dans laquelle, au fond, les citoyennes et les citoyens ne se soucient même plus de savoir si ce qui est dit est vrai et se posent simplement la question, est-ce que ça me plaît ? Ce monde-là est un monde où absolument tout peut se produire, où on peut tout prétendre et où plus aucune responsabilité ne peut être tirée, puisque plus rien de ce qui est dit n'a d'importance. C'est le début de la fin de la démocratie. C'est ce que tu appelles la trumpisation du paysage politique. Exactement. Quand on n'est plus responsable de ce qu'on dit, et en tout cas on n'en paye pas le prix. Et moi, exactement. Et je voulais tirer cette sonnette d'alarme, dire notre démocratie est en danger et ça commence, ou en tout cas ça passe aussi par le langage, ça atteint le cœur même de ce que l'on considère comme l'idéal démocratique, et je l'ai dit dans de multiples tribunes, et j'ai vu que en fait, ça engage des enjeux et des questionnements tellement existentiels, j'ai vu que ça ne passait pas. C'est-à-dire que c'était de loin les chroniques étaient le moins relayées, les gens écoutaient, disaient « Ah tiens, c'est intéressant », puis ils repartaient manger leur crème dessert, et je ne leur en veux pas, parce que pour s'ouvrir à cette réflexion-là, il faut prendre le temps, il faut avoir un peu le temps de faire cette prise de conscience. Et ça passe notamment par la scène, ça passe notamment par le théâtre, et c'est la raison pour laquelle j'ai voulu aller sur scène avec une pièce de théâtre qui n'est pas une conférence, Antoine, qui passe par l'artistique. Moi, je suis déjà très content que tu sois là en plateau avec nous, parce qu'en réalité, on a pas mal de points communs. Déjà, on était tous les deux chroniqueurs à quotidien, et en plus, dans le monde de la recherche, t'es mon oncle, parce que ta directrice de thèse, c'est la propre directrice de thèse de mon directeur. Incroyable. Oh, c'est beau. C'est qui ton directeur ? J'ai rien Simon compris. Persico. Ah mais évidemment, un copain, bien sûr, tout à fait. Donc, moi, ma question, c'est, tu parles souvent du fait qu'il y a un appauvrissement de la rhétorique politique, et qu'on se focalise de moins en moins sur les enjeux politiques, les politiques mettent beaucoup moins ça en avant dans leur communication. Pour toi, c'est quoi les facteurs explicatifs ? Et à quand tu dates ça, quelle est la raison de ce phénomène-là ? Alors, c'est évidemment la question à $1 million. C'est difficile d'avoir une réponse simple. Bon, je vais comme tout le monde blâmer les réseaux sociaux, mais sauf qu'en réalité, je pense qu'il y a un impact assez direct. C'est-à-dire que qu'ont créé les réseaux sociaux, ils ont créé un espace public paradoxal où la contradiction n'a jamais été aussi présente. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, quoi que tu dises, t'es contredit. Tu es sûr d'être contredit. Mais même dire « Salut les gars, aujourd'hui ça va bien, j'ai pris un petit café. » Ah non. Comment? Et tu oublies tous ceux qui ne vont... Bon, tu dis bonjour sur Twitter. Non, désolé, la journée est très mauvaise. Bon, voilà. Donc, quoi que tu dises, tu es contredit. Donc, l'espace public est devenu hyper contradictoire. Et en même temps, il fonctionne, et c'est la vieille rengaine, mais elle est vraie. Il fonctionne dans des bulles de filtres qui sont soit des bulles de sélection personnelle, c'est-à-dire que sur Facebook, Instagram, les contenus auxquels tu assistes, c'est les contenus que tu as toi-même choisis, de gens que tu as choisi de suivre, donc qui a priori te ressemblent, probablement pensent comme toi. Donc ça crée une vraie bulle de contenu qui te conforte dans ce que tu pensais déjà et dans ce que tu détestais déjà. Soit sur Twitter, on a, et un peu TikTok, mais TikTok c'est encore différent, mais sur Twitter, on a un réseau social qui est désormais algorithmé et qui va te présenter soit des contenus qui vont t'hyper contenter, que tu vas immédiatement liker, soit des contenus qui vont t'hyper agacer et qui vont susciter ton indignation. Mais en fait, ça reste un réseau social, du coup, non contradictoire parce que on ne se convainc jamais en étant exposé qu'à des choses soit qu'on adore, soit qu'on déteste. Évidemment, la conviction nécessite d'avoir accès à un peu de nuance, à des opinions qui ne sont pas ni blanches ni noires, mais peut-être un peu plus grises. Bon. Et donc, on est dans un monde où, pour toutes ces raisons, tu peux dire n'importe quoi en étant contredit, mais sans que cette contradiction ait de l'effet. C'est-à-dire que, et l'exemple typique, c'est le Trumpisme, et je crains que de Boris Johnson à Jair Bolsonaro,
en passant par Emmanuel Macron, plusieurs pouvoirs, c'est pas vrai pour tout le monde, mais plusieurs pouvoirs en aient tiré la conséquence. Aujourd'hui, tu peux dire n'importe quoi en étant sûr d'être contredit, mais en étant sûr également que tes partisans ne seront pas exposés à la contradiction. Et c'est ce qui se passe. Aujourd'hui, Jordan Bardella peut dire n'importe quoi. On peut avoir des kilos de threads qui montrent les contradictions du RN, les mensonges du RN, les votes du RN. Ça ne compte pas puisque les électeurs du RN n'y seront pas exposés. Et alors là déjà, d'une part, on a un vrai problème, mais là on a un problème démocratique que je ne sais pas résoudre. Sinon, en plaidant comme tout le monde pour l'apparition de réseaux sociaux, soit régulés, soit même européens, bon mais ça on peut toujours le souhaiter. Et voilà, on est dans ce monde et je crois que c'est ce qui autorise tout le monde à dire n'importe quoi. Malek ? J'ai introspection en même temps que Clément parle, parce que j'ai aussi un crime. T'as dit n'importe quoi. Non, ça m'est arrivé. J'ai bossé sur les émissions de Cyril Hanouna, donc j'ai bossé pour un média bolloréen. D'ailleurs, on voit que ce soir, c'est pas du tout la même DA. On accueille Clément et François Ruffin ce soir, pendant qu'eux accueillent Sébastien Chenu, Éric Ciotti et Sarah Knafo. Grosse line-up. Ils vont passer une bonne soirée. Et ce que tu dis est intéressant, parce que c'est vrai que donc sur les émissions de Hanouna où il y avait le camp du pour et du contre, on devait chacun choisir sa petite pancarte. En réalité, je pouvais dire quelque chose de très factuel et appuyer mes propos, mais il y avait toujours quelqu'un en face qui allait me dire que j'avais tort avec pas forcément des arguments, et il allait avoir des partisans pour l'autre partie. Ceci étant dit, moi Clément, je vais avoir ton regard sur un truc qui m'inquiète un peu, c'est que en 2002, j'étais gamin, mais j'avais accompagné ma mère pour aller manifester quand Jean-Marie Le Pen a accédé au second tour. Et je me rappelle d'une révolte un peu globale. Je me rappelle de Diams qui avait chanté sur une scène pour un grand concert et tout le monde avait chanté. Tout le monde s'était élevé. Et là, dimanche, je suis allé à Répu et il y avait des jeunes. Ok, bravo à eux et merci à eux. Mais ça reste quand même un peu timide. Qu'est-ce qui fait que l'extrême droite, c'était no way en 2002 et aujourd'hui, ça a l'air un peu ok? Ils ont... pour l'instant, gagner la bataille culturelle. Voilà, tout simplement. Alors, bien aidé en cela aussi par les médias bolloréens qui ont joué quand même là-dedans un rôle absolument fondamental. Le rôle de CNews aura été dans toute cette affaire absolument crucial. Mais en fait, il faut pas non plus tout mettre sur le dos de Vincent Bolloré. Avant cela, la droite s'est organisée. De toute façon, ils ont pensé la bataille culturelle, le gramscisme depuis 2 décennies. Voilà 2 décennies que, d'abord, Éric Zemmour et Yvan Rioufol, ils n'étaient pas nombreux au début. D'abord, Éric Zemmour et Yvan Rioufol ont travaillé la société française, ont assumé d'être des francs-tireurs, d'avoir des paroles qui étaient inacceptable, qui était situé en dehors de la désormais célèbre fenêtre d'Overton, qu'ils ont agrandi à grands coups de butoir, en risquant à chaque instant d'eux-mêmes subir des anathèmes. Ils ont d'ailleurs, Yvan Rioufol je crois pas, mais Éric Zemmour a d'ailleurs été condamné à de multiples reprises. Bon, et donc ils ont comme ça élargi le spectre de l'acceptable, réussi à faire rentrer dans le raisonnable l'idée qu'il y a trop d'immigrés, qu'il y a un problème d'identité en France, que les immigrés coûtent trop cher, que ce sont eux qui sont sans cesse agresseurs, etc., qu'il faut se protéger, faire remonter des frontières. Les horreurs qu'ils et elles ont prononcées, parce que rejoints ensuite par la 2e génération, Eugénie Bastier, Charlotte Dornelas, puis aujourd'hui la 3e génération d'identitaires. Bon, ceux qui sont, on a vu moi j'ai vu le papier d'Usul sur le réseau Atlas qui est éloquent, voilà. C'est-à-dire qu'on voit bien que derrière il y a aussi une organisation pour promouvoir tout cela. Bon, ils ont mené la bataille culturelle et en face, à gauche, cette bataille culturelle par confort, par habitude, par certitude d'être le camp du bien, le camp de la science et donc de n'avoir plus besoin d'argumenter, la gauche a abdiqué la bataille. Est partie du principe que c'est bon, de toute façon c'est nous qui avons raison, on n'a plus besoin de rien dire. Et voilà comment on en arrive là, avec, moi je le dis, des responsables de gauche qui ont été pendant des années et des années coupables de ne pas avoir de parole forte sur l'immigration, sur l'accueil, sur l'intégration, coupables de ne pas dire des choses qui sont réelles, mais que les responsables de gauche n'assument pas. Le fait que, par exemple, sur l'immigration, puisque c'est l'un des grands thèmes sur lequel le Rassemblement national progresse, de dire que, oui, il y a un problème d'intégration en France. Mais pourquoi ? Parce que la République n'intègre pas.
c'est facile de dire aux gens, vous n'êtes pas intégrés, quand depuis 70 ans, la politique, c'est de parquer les arrivants dans des barres d'immeubles, dans les mêmes quartiers, sans service public, avec une école désarmée, avec les enseignants les plus débutants, sans moyens, sans commerce, sans rien. Et c'est facile derrière de dire, vous vous intégrez pas, mais il faut penser l'intégration. Mais c'est pas aux gens de s'intégrer, c'est à la République française d'intégrer celles et ceux qui viennent sur son sol. Pourquoi la gauche ne dit pas ça ? Pourquoi la gauche a tant que cela abandonné le terrain du décolonialisme ? Pourquoi la gauche n'a plus de... Il y en a qui le disent. Non mais aujourd'hui oui. Mais ça fait quelques années qu'on voit la bataille culturelle revenir. Mais souvenez-vous autant du hollandisme. Enfin, quel ministre de Hollande a tenu ces discours-là ? Moi, j'ai discuté parfois avec des élus de gauche, je ne vais pas dire le parti, sur les questions d'immigration, à qui j'ai pu dire, écoutez les amis, je crois qu'à un moment donné, il va falloir qu'on ait une réflexion collective, y compris à gauche, sur l'héritage de la guerre d'Algérie, par exemple, et du colonialisme. Parce qu'il me semble quand même que tout ça n'est pas tout à fait soldé, et qu'une grande partie du malaise que l'on voit poindre aujourd'hui, qui s'exprime dans les révoltes des banlieues, une grande partie de ce malaise-là vient prendre ses sources dans l'héritage colonial français, qui n'a pas été pensé, déconstruit, et sur lequel il n'y a pas eu de travail de mémoire. J'ai eu des responsables de gauche élus au Parlement qui m'ont ouvert des billes grandes comme ça en me disant « Ah bon ? T'es sûr que ça a un rapport ?» Non mais sérieux ! Donc il faut travailler. Il faut commencer à écouter les penseurs. On a des générations entières d'universitaires qui ont écrit des livres, qui ont écrit des rapports, qui ne sont pas lus. On a des états-majors partisans qui ne travaillent pas, qui pendant des années, la seule chose qui les intéresse, c'est qui va être secrétaire général, c'est quoi la dernière petite saloperie sur WhatsApp. Ah tiens, je vais ouvrir Twitter, je vais envoyer... Non, il faut bosser. On continue. Tu restes avec nous, Clément Viktorovitch, pour la suite de l'émission. Comment on enchaîne après ça ? Pardon. Ah, mais tu vois, on va très bien enchaîner. Je suis en colère. J'en ai marre.